Donc, j'avais expliqué ce que c'était que le libéralisme. Donc, le libéralisme met l'individu au centre de tout. C'est-à-dire qu'un libéral va pas forcément être favorable à la démocratie. Un libéral, pour grossir le trait, va considérer que si tu as une dictature fasciste, ou non, c'est anachronique. C'est anachronique de parler de fascisme aujourd'hui, parce que le fascisme n'existe plus. Le fascisme était une période de l'histoire. Si tu as une dictature où tu as zéro droit de vote, genre personne peut voter, tu vois, c'est uniquement un conseil de mec que le dictateur choisit qui... Genre t'as un dictateur qui choisit tous les parlementaires. Tant que ce régime protège le droit de propriété, le droit à la liberté d'expression, même si oui c'est un peu paradoxal, mais imaginons, faisons une expérience de pensée où t'as un pays qui... où t'as un pays où tu peux dire ce que tu veux, mais par contre t'as pas de droit de vote. Droit de propriété, droit de faire plein de trucs, voilà, un libéral ne sera pas forcément contre. On peut passer au capitalisme. Le capitalisme, qu'est-ce donc? C'est le mot le plus utilisé en politique pour dénoncer tout et son contraire. Pour faire la transition, quand t'es libéral, t'es pas forcément favorable au capitalisme le plus dérégulé. Par exemple, on a Adam Smith. Adam Smith il a fondé un peu l'économie moderne. Mais Adam Smith, donc attendez, je vais vous mettre son image puisque ça va vous rappeler vos cours d'économie. Adam Smith, je vais pas vous faire l'insulte de vous expliquer sa théorie, en gros la main invisible, tout ça. Il disait qu'en gros, il a observé que les marchés les plus performants sont les marchés où il y a les moins régulés, que le marché se régule tout seul par la main invisible, alors que bon, main invisible, il a dû l'écrire genre 2 fois dans toute son œuvre, et pourtant on en a fait le cœur de sa pensée, alors que c'était pas exactement ça. Adam Smith a observé l'économie, et dans ses observations, en fait, ce qu'il décrit dans les développements économiques de son temps, il est opposé à ça. Hein. Par exemple, il était contre le travail à la chaîne parce qu'il disait, ok, économiquement, c'est bénéfique, sauf que bah, les gens, ils sont aliénés. Et c'est pour ça qu'il était favorable au développement de la culture, à l'accès, le fait de pouvoir cultiver les masses. Du coup, Adam Smith, c'est plutôt un libéral de gauche. Et bah, le cas aussi le plus parlant, c'est John Stuart Mill. John Stuart Mill qui considère qu'un travailleur de son temps, donc 19e siècle, il considérait qu'un travailleur est pareil qu'un esclave en fait. C'est pour ça qu'il était favorable aux syndicats, et il était favorable au droit de regroupement, au droit de manifester et tout, alors que les libéraux de son époque étaient opposés à ça, puisqu'ils se disaient non, on va pas donner plus de pouvoir au prolétariat, parce que bah, le prolétariat, c'est des communistes, c'est la foule, ils savent pas ce qu'ils font, ils sont violents. John Stuart Mill était très 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 favorable aux syndicats, il considérait qu'en gros, il fallait profondément réformer le système parce que un travailleur pour lui c'était au même statut qu'un esclave, voilà. Alors que Adam Smith, que ce soit au niveau économique, et John Stuart Mill au niveau culturel et social et sociétal sont des figures du libéralisme. Et pourtant, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a pas, il y a énormément de nuances dans ces tendances doctrinaires qu'est le libéralisme. Et on a Alexis de Tocqueville, dont je voulais vous parler mais je sais pas fait, je sais pas pourquoi je suis passé très rapidement dessus. Alexis de Tocqueville, qui est l'auteur français libéral le plus connu. Je sais pas s'il était républicain. En gros, je pense qu'il s'en foutait un peu, mais pour lui, c'était vraiment l'idée de liberté. Tocqueville, il a écrit son bouquin principal en 2 volumes que je vous recommande parce que c'est une très bonne lecture. C'est La démocratie en Amérique. Tous les étudiants de Sciences Po là, ils doivent bailler parce que je dis des trucs donc. Je vais essayer de vous dire des trucs qui sont moins intuitifs par rapport à Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville était effrayé par sa propre incapacité à croire. Il considérait que la religion avait un rôle majeur. Et lui, il n'a jamais pu vraiment croire sincèrement. Il a essayé, il allait à la messe, il allait à l'église, sa communion et tout. Et pourtant, il n'arrivait pas à croire. Du coup, ça lui faisait peur. Hein. Il avait une peur bleue déjà, il avait une peur de la mort, il avait très peur de sa propre incapacité à croire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il considère qu'on ne peut pas conserver les libertés fondamentales sans conserver la religion. En gros,
libéralisme et religion vont de pair. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est parti aux États-Unis, il a écrit ses 2 bouquins de la démocratie en Amérique où en gros il expliquait il expliquait, on va dire, comment fonctionne une société. On met la liberté de l'individu au centre. Pour lui, les États-Unis, c'est l'exemple parfait. Donc, et pour lui, le libéralisme ne peut pas se concilier avec la démocratie à condition d'avoir un pouvoir décentralisé. Pour lui, donc, les États-Unis, surtout à l'époque, c'était un des États occidentaux les plus décentralisés qui puisse être. Et pour lui, c'était une condition nécessaire au fait d'être libéral, d'être un pays libéral et d'être démocrate. Et surtout, donc il y a pour lui, il y a 3 choses. Donc, je ne sais pas s'il se disait ouvertement libéral, mais selon lui, pour garder les libertés fondamentales, il fallait 3 éléments. Décentralisation, développement de la société civile. En gros, il considérait que les gens, et en fait, c'est pas qu'il considérait, c'est qu'il voyait à quel point aux États-Unis les gens s'engageaient, surtout les femmes, s'engageaient énormément dans tout ce qui était communautaire, hein, que ce soit genre pour la gestion des écoles, pour la gestion des entreprises, pour le développement de la culture. Et il faut développer la société civile pour avoir un maximum de chances de ne pas sombrer dans l'autoritarisme. Et surtout, 3e élément, garder la religion. Les États-Unis, surtout à l'époque, c'était un pays qui était très puritain, très religieux. Et pour lui, c'est une condition du libéralisme. Je suis pas tout à fait en désaccord avec ça, hein. Tocqueville, vous pouvez vous plonger dans ses bouquins très facilement. Mais le prochain, écrit comme un pied, vraiment. John Rawls. John Rawls, il a, avec son bouquin principal qui est une théorie de la justice, qui est imbitable. Vraiment, t'essaies de lire ce truc, c'est à vomir, vraiment, c'est une lecture d'été. C'est une lecture d'été, pour le lire, il faut vraiment genre, prendre des notes, faut être giga concentré, ça se lit en plusieurs mois. Sinon, tu peux pas suivre. Mais ce livre est fondateur dans notre notion de la justice sociale. Donc c'était principalement aux États-Unis, bien évidemment, mais ça a aussi beaucoup influencé la France avec cette idée. Aujourd'hui, on parle de justice sociale. Justice sociale, t'as autant du Mélenchon que du Zemmour qui en parle. Cette idée de justice sociale, justement, lui, alors, pour pas aller dans tous les sens, pour comprendre le libéralisme de gauche, plutôt, il faut lire John Rawls. En tout cas, lisez des articles qui résument son bouquin. John Rawls considère que les sociétés libérales, quand je dis société libérale, c'est-à-dire une société occidentale où tout le monde a le droit de vote, où on a des démocraties parlementaires, c'est-à-dire où on élit des parlementaires, on élit des députés pour faire les lois à notre place, où il y a le suffrage universel, où il y a la liberté d'expression, où tu as une liberté un droit de propriété, tu as le droit de faire plein de trucs, en gros, des choses qui constitutionnellement te protègent ta personne avec tes droits. Pour lui, ce modèle-là, c'est le modèle qu'on aurait construit par défaut en cherchant le système qui convienne à tout le monde. Pour lui, en gros, si jamais... C'est une expérience de pensée, hein, le libéralisme, c'est beaucoup d'expérience de pensée. Mais pour lui, si jamais tu fous plein de gens ensemble, genre des millions de gens ensemble, et que les gens, surtout très important, ils ne savent rien des autres, c'est-à-dire que tout ce que tu sais, c'est toi, à peu près toi-même, par défaut, si on devait décider de mettre en place un système, ça serait une société libérale, où on a le plus de liberté possible, sans que personne ne sache quoi que ce soit sur le groupe de personnes concernées, donc un maximum de liberté pour tout le monde, sans que ça ne nuise à qui que ce soit. En gros, c'est lui il n'a pas écrit ça, hein, mais en gros, il a démocratisé, il a donné un sens théorique, il a donné une construction axiomatique au fameux « Ma liberté s'arrête où commence celle des autres ». Voilà, je déteste ces citations. Je crois que ça vient de Voltaire, ou je sais pas quoi, déjà Voltaire est une ordure. Je déteste cette citation parce que ça veut tout dire, rien dire. Enfin, ma liberté, déjà, définit ce que c'est. Mais lui, vraiment, il a donné. Je vous dis pas qu'il est parti de cette citation pour écrire son bouquin. Non, c'est qu'en gros, je sais pas si inconsciemment, mais en gros, il a donné une justification à l'idée de respecter la liberté d'autrui et à l'idée de vivre dans une société où on a le maximum de liberté. Voilà. C'est un inévitable, hein. John Rawls, c'est une base de base. Et d'ailleurs, son bouquin était plutôt mal reçu à sa sortie. Déjà parce qu'il est gigantesque, hein. Franchement, le truc,
C'est un énorme bouquin, c'est un pavé. Il a été très mal reçu parce que par ses contemporains, parce que en fait déjà à l'époque quand tu disais justice sociale aux États-Unis, les gens te traitaient de communiste. Mais aussi parce que j'arrive au chat, hein, j'arrive. Mais aussi parce que en gros, on considérait que ce qu'il disait attentait aux libertés individuelles. Par exemple, on va dire, c'est très éclectique hein, ce que je suis en train de vous dire, mais il faut vraiment s'y connaître. Mais un des plus grands débats, un des débats les plus récents au niveau politique, donc nous, on a Camus et Sartre, mais eux, ils ont John Rawls et Nozick. Nozick qui est... Putain, je savais pas qu'il y avait des photos de lui comme ça, pour moi c'est sa photo la plus connue. Nozick, Robert Nozick, qui est un philosophe libertarien, qui en gros, il a fondé son œuvre sur le fait de cracher sur John Rawls et sur son idée de théorie de la justice, puisque Nozick était un libertarien. Les libertariens vont plus loin que les libéraux. Bon, ils n'ont pas vraiment grand-chose à voir, hein, les libéraux et les libertariens. Un libertarien va considérer que... Alors, un libéral va considérer qu'un État peut avoir plus de pouvoir si le fait d'avoir plus de pouvoir permet de conserver mes propres libertés. Un libertarien considère qu'un État n'est jamais légitime. Il n'y a pas de mes droits et tout. Non, un libertarien considère par défaut que l'existence d'un État contrevient à mes droits personnels. Pourtant, ils ne sont pas opposés à l'idée d'un État. Les libertariens pensent que il faut un État minimal. Un État qui assure la police, l'armée, la justice, c'est tout. J'ai choisi de parler du libéralisme en premier puisque c'est la tendance doctrinaire qui a le plus influencé la politique occidentale. Tous les pays aujourd'hui sont ce qu'on appelle des démocraties, non, démocraties libérales. C'est-à-dire que du moment où tu as un État avec une constitution, c'est pas une démocratie. Tu ne peux pas avoir une démocratie avec une constitution. Pourquoi ? Parce que la constitution, dans son essence, ne peut pas être changée, ou en tout cas est changée très difficilement par le vote des gens. Et surtout, la constitution, on ne vote pas dessus, on vote pour sa mise en place. Sauf que, du coup, je vous disais, tous les États aujourd'hui sont... Alors, une constitution, ça veut dire que c'est pas une démocratie, parce que la constitution, en gros, c'est un garde-fou de la majorité. Surtout en France où on a un conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel, il est là pour faire en sorte que les lois qui sont votées ne soient pas contraires à la Constitution. Politiquement, c'est quand même très violent hein, pour niveau. Je critique pas, moi au contraire, je suis très favorable au fait d'avoir une Constitution. Mais ça fait que les pays ne sont pas des démocraties avec une Constitution. Et je dis ça dans le sens positif du terme. C'est-à-dire qu'on a des voies démocratiques, mais aucun pays au monde n'est une démocratie. Il y a des gens qui donnent l'exemple de la Suisse. La Suisse n'est pas une démocratie. Une démocratie, c'est le peuple qui choisit tout. C'est les gens qui gouvernent. Ceux qui sont rapprochés le plus, on va dire, c'est au niveau doctrinaire, pas au niveau pratique, c'était les Grecs qui étaient les sophistes, on va dire, enfin les sophistes, en gros tous ceux qui étaient en désaccord avec les Socrate, Platon, Aristote, on les appelait les sophistes, mais en fait ces gens-là étaient favorables à donner plus de pouvoir au peuple, pas avec le vote, mais avec le tirage au sort. En gros, le fait de la France serait une démocratie si on tirait au sort les gens. Si en gros, à la place d'avoir un parlement avec des députés élus, qu'on ait des députés qui soient tirés au sort. Ça, c'est une démocratie. Encore une fois, c'est pas mon avis, hein, c'est juste un fait, et je ne critique pas. Pour moi, le système de démocratie libérale parlementaire qu'on a en France, pour moi, il est très bien. Je pense que c'est un peu risqué de passer à du tirage au sort, mais le tirage au sort serait beaucoup plus proche d'une démocratie. Ensuite, donc, je vous disais que c'est politiquement très violent parce qu'en fait, le Conseil constitutionnel, genre, il y a les gens qui sont vraiment à fond pour la démocratie devraient demander à dissoudre le Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel, c'est littéralement un organe qui dit « Ok, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais les députés, même si des députés élus décident de voter une loi, si on considère que c'est contraire à la Constitution, ça passe pas. » Après, l'exception, on va dire, en France, c'est que le Conseil constitutionnel décide de ne pas se prononcer sur des lois référendaires. Sur des lois, si jamais tu as une loi qui passe par référendum, le Conseil constitutionnel ne dit pas si c'est constitutionnel ou pas, parce qu'il considère qu'en gros, l'essence de la Constitution de la Ve République, c'est le droit de vote, c'est le suffrage universel. En gros, il a été mis en place, elle a été approuvée par référendum. Donc, ce qui est approuvé par référendum,
on considère que c'est supérieur à la Constitution. Voilà. Donc ça, en France, c'est un peu une exception. Sauf que, bah, du coup, c'est pas libéral. Hein. C'est pas du libéralisme. C'est, on va dire, c'est une république démocratique, si tu veux.